La nutrition, c'est pas quelque chose d'universel. C'est toujours complexe parce que pour moi, un aliment, c'est d'abord un potentiel, si on veut. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, parce que s'il y a bien un macronutriment qui aujourd'hui est pointé du doigt, encore très souvent, c'est... Salut, c'est Maud et je suis kiné. Aujourd'hui, on te donne des outils pour comprendre ton corps. Avec toi, j'explore la santé via les médecines douces. Bienvenue dans Let's Go, le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Bonjour Paul. Salut. Donc, je suis contente de te recevoir parce qu'on va parler avec toi de nutrition. T'es connu un peu sur les réseaux, t'as une page Instagram et je te suis aussi et je trouve que ce que tu fais est super intéressant et j'ai envie que nos patients s'instruisent un petit peu de ce que tu partages, de ce que tu racontes et puis aussi de connaître toi sur ton parcours et ce que tu pratiques maintenant. De base, tu étais kiné du sport C'est ça. Et puis là, tu viens de te reconvertir totalement en nutritionniste. C'est ça Donc, aussi. Ouais, tout à fait. durant ton parcours, tu as eu une période d'épuisement où tu Ouais. as eu des difficultés, des acouphènes, si je me souviens Ouais, bien. ouais, ça a été le point de départ, je pense, en 2020, de Voilà. ces soucis de fatigue et de stress. Euh, oui, ça a commencé comme ça un peu du jour au lendemain. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus, mais Ouais. j'ai connu des acouphènes à un moment où on était en début de confinement, où il y avait beaucoup de choses aussi au niveau psycho-émotionnel qui me chargeaient et où je perdais mon travail dans le foot pro. Je travaillais à Virton en tant que kiné. Ouais. Et donc, bon, voilà, ça a été une somme de facteurs qui m'ont conduit tout doucement à un manque d'énergie. Et donc, je pense que je n'étais plus capable de m'adapter en réalité à différents types de stress. Ok. C'est un peu de cette manière-là que je caractérise l'épuisement, le burn-out. Voilà. Voilà, donc après, tu as fait une recherche. Pourquoi tu es tombé là-dedans? Tu Ouais. t'es documenté, tu as suivi une formation en France Ouais. et tu as mis en place plein de choses dans ton mode de vie qui t'ont fait retrouver de l'énergie. Donc ça, si Ouais. tu peux un peu expliquer comment tu t'y es pris. Ouais, c'est vrai qu'à partir de là, en fait, j'ai commencé à explorer le domaine de la nutrition parce que j'avais des troubles digestifs aussi. Et moi, c'est quelque chose qui est plus palpable au départ, donc je pense que on a toujours envie de commencer par son assiette, et on se dit que c'est sans doute ça qui permettra d'apporter plus de carburant, une meilleure énergie. Et donc, je me suis formé à l'université de Poitiers à Mhm. partir de là. Et donc, je suis devenu nutritionniste. C'était une formation en nutrition, micronutrition. Et donc en parallèle à ma pratique kiné, j'ai déjà commencé à accompagner un petit peu des gens aussi sur ce point-là. Je pense que quand tu demandes aux gens aussi de faire du sport, de faire du mouvement, de faire du renforcement, bah, tu as besoin de te garantir derrière qu'ils ont aussi suffisamment de ressources Mhm. alimentaires pour s'y confronter Mhm. et pour s'y adapter. Donc, ça a fait partie intégrante, effectivement, de ma prise en charge à partir de ce moment-là, avec mes patients, aussi en kiné. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai complètement switché, j'ai arrêté la pratique kiné et je me focalise uniquement sur la nutrition. Comment se passent les séances avec les patients? Comment se passe la prise en charge? Tu leur donnes un plan alimentaire à suivre ou tu fais un bilan personnel? Je sais... Ouais, je réalise des accompagnements. J'appelle ça des suivis plutôt à long terme et personnalisés. Parce Ouais. que je suis persuadé, comme on l'a dit là juste avant, que la nutrition, c'est pas quelque chose d'universel. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes Mm. pour deux personnes qui sont différentes. Ouais, c'est ça. Il y en a qui digèrent facilement les féculents, d'autres moins, Ouais, etc. c'est ça. Il faut apprendre à se connaître, tout à fait. Et donc on passe par de l'expérimentation aussi pour construire ce plan ensemble en équipe. C'est pour ça que on a besoin de cet accompagnement à long terme et de ce travail ensemble pour avoir quelque chose qui correspond au mieux à la personne. Et puis, je pense que ce qui caractérise aussi l'individu, c'est l'impermanence, c'est le fait qu'on est en constant changement soi-même, même si on ne s'en rend pas toujours compte, Mhm. mais on n'est pas censé, a priori,
avoir le même métabolisme 2 jours de suite et donc avoir les mêmes besoins nutritionnels et micronutritionnels 2 jours de suite en fonction des activités que l'on a, des stress auxquels on se confronte, de notre environnement, etc. Mhm. Donc aujourd'hui, oui, c'est un travail qui commence par une enquête, par un questionnaire de santé en général, où je creuse sur les antécédents de la personne, ses plaintes principales, euh, aussi bon, bah, son environnement, tout ce qu'elle fait dans sa vie, et puis on essaye de mettre les choses en place par Mhm. rapport à ses propres besoins qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ok. Oui, et sur tes vidéos, etc., bah, tu prônes l'alimentation brute, hein. Enfin, Ouais. logique. On bannit les aliments industriels. On revient aux fondamentaux, de la viande, des bonnes sources de protéines, de Ouais. bonnes graisses. Et comment t'expliques ça aux patients? Parce que parfois, ils se disent, ah, du beurre, c'est pas Mhm. bon. Mais comment est-ce que tu arrives à leur dire que finalement, c'est bon de manger des produits comme ça? Ouais, après c'est toujours complexe parce que pour moi un aliment c'est d'abord un potentiel si on veut. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais. On s'entend évidemment si on parle d'aliments artificiels, ultra transformés, industriels, avec des sucres raffinés, avec Oui. des additifs, etc. Là, ceux-là, je pense qu'on peut mettre de côté. Moi, j'ai pas envie de parler de ça, de tous les aliments dont je parle. C'est des aliments, j'ai envie de dire, qui sont traditionnels, qui ont passé l'épreuve du temps. Ça veut dire que, a priori, nos arrière-grands-parents connaissaient Mhm. au début des années 1900, peut-être avant la Première Guerre mondiale. Et là, on commence à parler de choses, normalement, que notre organisme reconnaît et dont il sait se servir. Il y a plusieurs petites questions à se poser comme ça pour savoir si on peut acheter et consommer un aliment. Pour moi, c'est bah, celle-là, justement, est-ce que tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents connaissaient cet aliment? Est-ce que ça pousse sur un arbre? Est-ce que ça pousse dans le sol? Ou est-ce que ça provient directement D'un animal. d'un animal? Donc la viande, évidemment, les œufs, les produits laitiers, c'est peu transformé. Mhm. C'est un petit peu transformé, donc tu as cité le beurre, euh, mais c'est un aliment qui existe sans doute depuis des milliers d'années. On en retrouve des traces, enfin on en a retrouvé des traces dans des tourbières en Irlande, apparemment de beurre qui était resté presque intact Ah, et qui daterait de plusieurs milliers d'années. Donc ça fait déjà un moment qu'on en consomme et que notre organisme s'y est adapté. voilà. Et ça, c'est des aliments qui donnent du coup beaucoup d'énergie. Enfin, comment tu peux différencier un aliment qui va t'apporter de l'énergie d'un aliment bah, plutôt coûteux en énergie? Enfin, je pense aux légumes qui sont plus indigestes. Mhm. Et comment tu fais passer ce message-là auprès des gens? Euh, Par l'expérimentation avant toute chose, parce que ce qui, moi, me coûte plus d'énergie va peut-être pas t'en coûter autant à toi. ah, Évidemment, il y a une théorie effectivement où les légumes aujourd'hui sont perçus comme des aliments santé, riches en vitamines, en minéraux, ce qui n'est pas faux. Encore faut-il qu'ils soient absorbables et utilisables réellement par notre organisme à nous, puisque nous ne sommes pas des herbivores, et donc on n'a pas un système digestif qui permet facilement l'usage et l'extraction de toutes ces molécules-là. Ça, c'est vraiment un point assez fondamental à connaître. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut plus manger de légumes, évidemment, ça a d'autres intérêts. mhm. Là, je viens de citer plutôt un inconvénient. Mais quelque part, quand on se nourrit d'aliments qui sont plus digestes, eh bien, on peut en tirer plus d'énergie. Notre métabolisme a plus facile d'utiliser ces nutriments-là pour produire de l'énergie au niveau de ses cellules. Donc, bon, les fruits notamment, s'ils sont épluchés, s'ils sont consommés sans les graines, c'est beaucoup plus facile en général Pour pour les digérer. gens à les digérer, à les absorber et puis à les transformer en énergie. Il y a des gens quand même qui ont des problèmes de fermentation, de gaz, de ballonnement avec certains types de fruits. Ça peut être dû à des fibres en fonction de tel ou tel type d'aliment. C'est ça qui est assez complexe avec la nutrition, c'est que
voilà, comme on l'a dit, ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre, et donc il faut vraiment adapter, individualiser la chose. Mais donc voilà, je disais les aliments digestes comme les fruits ou comme les produits d'origine animale Mmh. qui ont été bien transformés, donc cuits. Quand on prend la viande par exemple, Mmh. on sait que a priori l'homme il mange des viandes animales, plutôt de ruminants, Mmh. depuis plus de 2 millions d'années, depuis Mmh. la préhistoire. Et à partir du moment où il a pu cuire cette viande, ça l'a rendu beaucoup plus digeste et assimilable. Donc il y a moins de travail digestif pour des gains derrière qui sont importants. Voilà, et tu dis des gains, c'est pour les autres organismes, enfin les C'est autres ça. fonctions du corps, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. Et c'est Donc ce qui a permis, c'est ce qui aurait permis à l'homme de développer un cerveau mmh, euh, hyper sophistiqué. OK. Et c'est ce Ouais. qui nous donnerait un avantage par rapport à d'autres espèces. Donc on a dû choisir de restreindre notre fonction digestive pour avoir un cerveau plus développé, au contraire des ruminants qui ont un système digestif beaucoup plus développé et sophistiqué pour digérer des végétaux, de l'herbe, Mmh. entre autres, et par contre qui n'ont pas les mêmes capacités cognitives que nous. Ouais, c'est intéressant ce que tu racontes. Et qu'est-ce que je vais dire? Du coup, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner aux patients pour, faciliter la digestion, donc maximiser, cette source d'énergie? Je pense, bah, peut-être cuire les aliments, davantage ou Ouais, les légumes les préparer cuits au c'est lieu clair, surtout ouais, en hiver. Ça, c'est ouais. un conseil que je donne souvent, c'est très simple, mais la cuisson, évidemment, que ce soit de la viande, mais aussi des végétaux, permet une meilleure digestion et donc un meilleur usage de tout ce qui se trouve dedans. Donc ça, c'est une première chose. Le fait de cuisiner soi-même, mais déjà de s'imprégner des odeurs, de s'imprégner des bruits de cuisson, d'être présent à ce moment-là et de pas forcément être occupé sur un téléphone, sur une télévision ou Mmh. en train d'écouter un podcast, de la musique. Même si bon, ça peut mettre aussi dans une énergie qui va être probablement positive aussi. Mais d'être là et d'utiliser cette phase précéphalique qui prépare ton système nerveux à la digestion. En fait, c'est envoyer déjà un signal, un message, une information. Quand tu regardes les aliments, quand tu les touches, quand tu les sens, ben, ton corps il sait déjà ce que tu vas devoir digérer. Et donc il sécrète déjà de l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, des enzymes digestives adaptées à ces aliments-là. Ouais. Et donc c'est pas comme si tu découvrais tout d'un coup tes aliments sur la table au moment où tu te mets à table pour manger. OK. Comme quand on commande une Ouais, pizza, c'est ça, ouais, complètement. Si tu commandes et tu ouvres la boîte. un plat à emporter, que tu te fais livrer, bon, tu sais ce que tu as commandé, mais tu n'as pas encore pu vraiment t'imprégner euh, de ce que c'était. Mmh. Et tu n'as pas fait comprendre à ton corps ce qu'il allait devoir se farcir comme travail après. Ouais. OK. Donc potentiellement que la digestion sera moins efficace et qu'elle sera plus coûteuse en énergie. Après, bon, il y a plein d'autres petites choses, comme le fait de mastiquer, le fait de peut-être poser ses couverts entre chaque bouchée. Mmh. Je donne souvent aussi ce petit conseil d'essayer d'être le dernier à terminer son assiette quand tu manges accompagné d'autres personnes Ça peut être un un, petit défi, un repas, ouais, pour essayer de manger plus lentement et de laisser venir le sentiment de satiété arriver tout doucement. C'est voilà, d'essayer de terminer le dernier. Et bien souvent, bon, bah, la digestion, elle sera plus ouais. intéressante. Ouais. OK. Et ce qu'on a souvent en consultation, c'est des patients qui veulent perdre du poids. Ouais. Donc là, il y a le fameux Ozempic qui fait fureur dans mes patients aussi. Mhm. Mais toi, comment tu t'y prends avec ces patients-là? Quelle est la première chose que tu mets en place? Est-ce que tu as vraiment étape 1, étape 2, étape 3? Enfin, comment, s'ils viennent pour ça comme motif de Mhm. consulte, voilà. Ouais, c'est vrai que souvent, l'aspect physique aujourd'hui, matériel, visible, c'est ce qui importe le plus. On est dans une société matérialiste et je comprends que pour certaines personnes, ce soit difficile effectivement de ne pas se plaire personnellement et de vouloir perdre du poids. Mais j'essaye de les questionner pour savoir si c'est véritablement ça qui a le plus d'impact dans leur quotidien, en leur posant des questions sur leur sommeil, sur leur énergie,
au réveil le matin, sur leur digestion, leur transit, sur le stress qu'ils perçoivent. Mhm. Et souvent, ces 5 critères-là, ils mettent en évidence des problématiques réelles de santé qui ont un impact sur le métabolisme et donc sur la prise de poids. Parce que pour moi, la prise de poids, ce n'est pas que un excès calorique, Calorique, ouais. un excès d'apport alimentaire par rapport à un manque de dépenses. Ça, c'est un peu simpliste comme raisonnement et pourtant, c'est Mhm. encore généralement l'idée que les gens ont en tête. Mais souvent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont un métabolisme qui est ralenti, qui fonctionne à bas régime. Et donc, Mhm. c'est comme imaginer un poêle à bois dont la flamme est beaucoup plus petite de base. Mhm. Et donc, l'énergie qui est brûlée par le poêle est plus faible aussi. Et donc, moi, mon idée, c'est plutôt d'essayer de raviver cette flamme-là, de relancer le métabolisme avec un meilleur sommeil, plus qualitatif, plus réparateur, Ouais. avec davantage d'énergie le matin, un meilleur appétit, une digestion qui sera plus efficace, un transit plus régulier. Mhm. Et souvent, il y a beaucoup moins de stress aussi, beaucoup moins d'anxiété, parce que l'organisme, il est mieux nourri, il est moins carencé, il est moins toxique, puisqu'il peut évacuer plus facilement ces déchets aussi. Donc Mhm. c'est plus, je pense, le poids qui est la conséquence d'un état de santé plus favorable. Oui, du coup, tu associes aussi le sport pour... allez, on dit souvent que plus on a une masse musculaire importante, Ouais, plus le métabolisme est c'est ça. important. Donc, tu associes les deux Tout à fait. dans ta... C'est vrai que plus tu as une masse maigre élevée, plus tu as un métabolisme basal qui va être haut. Ça, Ouais. c'est clair que tu peux jouer sur cet aspect-là. Maintenant, quand ton métabolisme est déjà effondré pour certains avec des gros troubles de fatigue chronique, Ouais. ça va être difficile de mettre tout de suite en place des recommandations physiques, d'un point de vue activité physique, j'ai envie de dire. Parce que c'est augmenter de nouveau les C'est dépenses un stress encore en et un plus. stress en plus à gérer. Vaut mieux diminuer les stress et puis reprendre C'est ça. petit à petit. Et Ouais. ça paraît contre-intuitif, c'est vrai. On se dit, mais comment est-ce que je pourrais perdre du poids si je fais moins de dépenses et si j'augmente mes apports? Mais en fait, à long terme, il faut dézoomer un petit peu Ouais. pour se rendre compte que c'est essentiellement le métabolisme qui nous permet de brûler davantage d'énergie que les activités qu'on réalise dans la vie quotidienne. Même si ça fait partie d'un tout, mais je pense que pour éviter de tomber, de sombrer dans l'épuisement, il vaut mieux commencer par des fondations plus solides au niveau du sommeil, au niveau de la digestion, de l'alimentation en général, euh, pour avoir un poids qui se régule de lui-même. Ouais, ok, bah, je suis tout à fait d'accord. Et là, c'est un petit point que j'ai vu sur les réseaux aussi, c'est la pyramide alimentaire américaine qui a Ouais. changé. Donc les guidelines se sont inversés. Les céréales qui étaient en bas sont venues au sommet de la pyramide. Et alors en dessous, on retrouve les protéines animales, les bonnes graisses, les fruits, les légumes. Ouais. Et donc ça a suscité un peu la controverse en Europe. Mhm. Comment toi tu vois les choses? Enfin, comment tu as réagi à ça? Ouais, bah écoute, j'ai pas encore bien analysé cette pyramide alimentaire. J'en ai juste reçu un peu les grandes lignes, là, comme tu viens de les citer. Après, il faut encore savoir exactement de quoi on parle, parce que quand on dit bonne graisse, moi de nouveau, ça c'est un terme passe-partout qui, qui n'est pas toujours suffisamment bien compris et précis, parce que c'est quoi aujourd'hui Une bonne une graisse. bonne graisse? Et on n'a pas tous la même vision de ce que c'est une bonne graisse. Je pense que moi, j'ai pas la même vision que la majorité des gens aujourd'hui sur ce qu'est une bonne graisse. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse, on pourra peut-être revenir là-dessus. Sur la pyramide américaine, bah oui, je pense que ils ont inversé la place des produits céréaliers, des féculents. Voilà, ouais. Et par rapport à ça, je pense que moi, je suis plutôt d'accord. Je pense que encore, il faut nuancer ça parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir bien tolérer les produits céréaliers en fonction évidemment de leur origine.
en fonction de comment ils auront été cultivés, en fonction de comment ils auront été préparés aussi. Il y a un problème avec les céréales, c'est que on n'est pas, je disais tantôt, on n'est pas des ruminants, mais ici, on n'est pas des granivores, on n'est pas des poules. Mhm. Et les Oui, poules, ils ont un système digestif euh, qui permet justement de faire fermenter les grains, ok. de faire tomber ces grains dans une espèce de petite bassine humide et qui va faire fermenter le grain et la rendre plus digeste. Donc, nous, on n'est pas équipé de ça au niveau de notre estomac. Donc, c'est une problématique euh, qui peut être irritante pour l'être humain de se confronter à trop de produits céréaliers mal préparés. Ouais, trop de graines, trop de... On parle C'est ça. souvent du gluten aussi, Ouais. qui est moins digeste. Enfin, Ouais, oui, on pense que c'est une problématique pour certains. Je pense que c'est aussi une question de terrain. Je pense que c'est aussi une question justement d'affaiblissement du système immunitaire, du métabolisme, et qui voit en cette molécule, cette protéine, un ennemi, et donc qui réagit, qui déclenche une réaction inflammatoire mm, vis-à-vis de cette molécule. Certains sont adaptés à cela, ou en tout cas, ça ne déclenche pas de gros soucis de santé. Je pense que c'est une question de constance, de régularité dans la consommation aussi. Quand tu évites un aliment pendant un certain nombre d'années et que tu t'y exposes à un moment dans ta vie où tu es peut-être plus vulnérable, plus fatigué, plus stressé, il y a de plus grandes chances que, avec son potentiel toxique, eh bien, il déclenche des maux, les il mots, déclenche une ouais, ouais. inflammation dans ton système. Oui. Mais donc voilà, il y a le contexte temporel, il y a ton contexte digestif, métabolique et immunitaire. Donc tout ça, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que je pense que, de nouveau, le gluten, aujourd'hui, il faut savoir exactement ce que c'est. Et c'est vrai Mm. que c'est aussi une molécule qui a évolué beaucoup avec le temps, qui est devenue apparemment 20 fois plus Résistante. grosse, plus Ouais, ouais. résistante. Et donc, si on essaye de digérer quelque chose de 20 fois plus gros avec des paires de ciseaux qui sont restés les mêmes au niveau de notre organisme, la tâche se complique. Donc ça, il est clair que les blés modernes, hybridés, qui sont en fait plus rentables en agriculture, sont peut-être pas des céréales les plus adaptées à notre organisme Voilà. aujourd'hui. Ok. Mais si on utilise des céréales anciennes, de blé dur, de petit épeautre, des céréales aussi comme l'avoine, parfois, pour certains, c'est plus facile à digérer. Euh, il y en a d'autres qui ne me reviennent pas là, comme ça, sur le coup, mais voilà, c'est vraiment une question d'adaptation et de connaissance, je pense, des produits, de leur origine. Et de nouveau, si on va vers un aliment qui est traditionnel, qui est consommé par l'être humain depuis un certain nombre d'années, Mm. il y a de plus grandes chances qu'on puisse le tolérer. Donc voilà, d'un point de vue produit céréalier, c'est pas complètement blanc ou complètement noir, c'est c'est gris. Mm. C'est- Non, c'est clair. Bah, du coup, toi, tu fais des suivis pour des patients vraiment épuisés, proches du burn-out, et avec des douleurs souvent Ouais, ou qui chroniques, sont parfois complètement dedans, hein. ou dans le... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et avec des douleurs chroniques, ça, on en a beaucoup aussi, comme dans nos patients. Qu'est-ce que tu pourrais te dire comme conseils principaux? Enfin, tu en as déjà cité, hein, mais vraiment, si on devrait retenir quelques conseils à dire à ces patients-là pour qu'ils sortent justement de cet épisode, parce que toi, ça a duré peut-être quelques années, quelques mois, je ne sais pas. Mhm. Mais il y a des gens, ça fait 10, 15 ans qui sont un peu là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enfin, pas les secouer, mais leur donner la puce à Ouais, l'oreille? ouais, je comprends. Pour commencer, je pense qu'il faut ne plus nuire. Ça, c'est une règle que tout le monde connaît normalement, que ce soit en kiné, en médecine, en ostéopathie et en nutrition. Ne pas se nuire, c'est la première chose. Donc, si tu évites, pour commencer,
tous les aliments ultra transformés qui sont arrivés sur le marché dans les années 60, 70, 80 et toujours plus aujourd'hui, hein, qui sont bourrés d'additifs, etc., qu'on va malheureusement trouver dans les grandes surfaces en majorité. Si tu évites déjà tout ça, à mon avis, tu as déjà fait 70%, voire 80% du travail. Ça va pas être magique du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'il Mmh. faut mettre en place durablement. Et puis, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir ce qu'on peut tolérer aujourd'hui ou pas. Et puis, ce qu'on peut intégrer progressivement par la suite pour retrouver plus d'énergie. Moi, j'ai vraiment cette vision du métabolisme au centre de la réparation du corps. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux réparer la matière, entretenir la matière, il te faut une bonne chaudière. Dans un bâtiment, dans une maison, si ton poêle il est en rade, si ton système de chauffage il va plus bien, à un moment donné, il faudra peut-être du temps, mais les murs vont commencer un peu à s'effriter. Et donc, c'est progressivement seulement que tout va commencer à se détériorer. Mmh. Ouais. Et si un jour, il y a un gros coup de vent, peut-être que tout le bâtiment va s'effondrer. Et ça, c'est un peu mon explication, mon image, ma métaphore du burn-out, c'est que tu as peut-être négligé ton alimentation et ton mode de vie pendant un certain temps, donc tu as des termites qui sont venus un peu grignoter la charpente de ta maison, et puis il y a un beau jour où tu as juste la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et là le bâtiment s'est retrouvé complètement par terre. Mmh. Malheureusement, là, ça prend plus de temps à, à reconstruire. Et je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment difficile et c'est pour ça que ça nécessite souvent un accompagnement. Parce que les gens qui manquent d'énergie et qui sont dans des contextes de stress chronique ne sont pas toujours capables de changer facilement leurs habitudes. C'est très difficile de changer, même si on est conscient qu'une chose peut être néfaste pour notre santé. De là à passer à l'action Ouais. et à intégrer des nouveaux comportements de manière répétée, c'est là qu'est souvent la difficulté pour les gens. Et après, d'un point de vue alimentation, je pense que, comme tu l'as dit, bah, c'est des aliments bruts, mais qui sont bien préparés, qui sont rendus digestes et peu toxiques. Donc, chaque aliment a un potentiel toxique, et donc, comme on l'a dit, même les légumes en ont un. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'importance à préparer les choses à la maison, à cuisiner soi-même. Mmh. Si on veut déjà savoir ce qu'on se met en bouche tous les jours, je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité de cuisiner et de manger des repas qu'on a préparés soi-même. Ça, c'est sûr. Moi, le premier conseil que je donne aux gens que j'accompagne en burn-out, souvent, c'est de préparer les repas à l'avance. De faire un jour ou deux par semaine de batch cooking avec Ouais. plusieurs plats préparés à l'avance pour pouvoir se lever le matin, emporter le déjeuner, le dîner, éventuellement une collation si c'est nécessaire. Et le soir à la maison, on se retrouve et là, on a parfois plus le temps De de cuisiner. cuisiner et de profiter de ce moment-là en famille. Euh, mais donc, j'insiste aussi souvent sur l'intérêt des glucides. Encore ce matin, j'en parlais sur les réseaux. Parce que s'il y a bien un macronutriment qui aujourd'hui est pointé du doigt, encore très souvent, c'est les sucres en général. Et quand on dit les sucres, ben, ça veut dire les glucides, ça veut dire les glucides simples, que sont les fruits, le miel, les jus de fruits, le sirop d'érable, euh, les produits laitiers, le lait, dont il y a Mmh. du lactose. Et puis on a les sucres qui sont plus complexes, les produits céréaliers, les pommes de terre, le pain, les pâtes, le riz, les patates Mmh. douces, etc. Et dans ces deux grandes catégories, même s'il y a aussi évidemment les sucres raffinés, que moi je mets directement de Ah côté, bah non. ça fait une troisième catégorie, mais de sucre plutôt industriel. Dans les deux premières, là, il faut essayer de savoir ce qui nous convient le mieux. Il y a parfois des gens qui vont bien répondre plutôt aux glucides simples, plutôt les fruits, et d'autres qui vont plutôt avoir des facilités à digérer les produits céréaliers, comme le pain fermenté au levain, de manière ancestrale. Mmh. Parce que si on achète son pain aujourd'hui à la boulangerie, malheureusement, et j'ai rien contre les boulangers qui essayent de faire leur travail
correctement, c'est que un pain fermenté à la levure, plus rapidement, heu, en réalité, n'aura pas permis à certaines molécules d'être déjà prédigérées, en fait, comme le levain peut le Mmh. faire avec tous ces micro-organismes qui vont prédigérer les sucres et certaines protéines comme le gluten. Ce qui OK. permet à certaines personnes de tolérer à nouveau du pain. Des personnes qui pensaient être intolérantes ou allergiques au gluten. Parce que ce OK. pain a été fermenté longuement au levain naturel. Et donc on voit que ce n'est que de la nuance en fait. Un pain, c'est pas un pain. Un Voilà, pain n'est c'est pas comme l'autre. une Voilà. viande, n'est pas une viande. Ouais, c'est ça. Oui, Une oui, oui, viande oui, tout à fait. d'un élevage local ou d'Amérique du Sud. Oui, oui, tout Mais à fait, tout à fait. Là voilà. aussi, je pense que on met toutes les viandes dans le même panier. Il y a des grandes études observationnelles qui sont faites et qui tirent des conclusions en fait sur base de corrélation, simplement, où on observe la consommation de viande dans une cohorte, souvent c'est des grandes cohortes évidemment, et où on met cet unique facteur, cet unique critère-là en lien avec les problèmes de santé qui apparaissent dans cette population-là. Mais on ne s'intéresse pas du tout À la qualité de la à la viande. qualité de la viande, à Ouais. son origine, à comment elle a été cuisinée, consommée, avec quoi dans l'assiette, et surtout on ne s'intéresse pas au mode de vie de ces gens. On ne Aussi, sait ouais. pas à quelle heure ils vont se coucher, on ne sait pas s'ils dorment bien, on ne sait pas s'ils pratiquent de l'activité physique Mmh. régulièrement, on ne sait pas s'ils sont en stress au boulot, on ne sait rien. Ouais, Et donc, il y a beaucoup de biais du coup, dans ouais, toutes ces c'est études-là. ça. Ouais. Il y a des biais de l'utilisateur aussi plus sains, où on va te Ouais. dire que bah, qu'une personne qui ne consomme pas de viande, une personne végane par exemple, euh, parce qu'elle ne consomme pas de viande, a une meilleure santé. Or, en fait, on se rend compte que c'est parce que cette personne, souvent, est plus consciente de tout le reste De des choses et des toutes ces comportements qui ouais. sont intéressants pour sa santé, qu'elle a probablement une meilleure qualité de vie. Mais c'est pas, je pense, uniquement dû au fait qu'elle ne Mmh. consomme pas de viande, et encore faudrait-il savoir de quelle viande on parle, comme tu l'as dit. Ouais. C'est ultra complexe, mais malheureusement, on en retient souvent que des conclusions un peu trop simplistes de ces grandes études. C'est ce qui fait perdurer des croyances C'est ça, qui sont fausses et limitantes sur la nutrition. c'est ça. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur Instagram, tu y es? Ouais, Tu sur ma chaîne, page une page? Instagram, c'est une première chose, j'échange essentiellement via cette plateforme-là. J'ai aussi un petit stand store où je mets différents outils à disposition, comme mon plan alimentaire anti-fatigue, qui est sorti il y a quelques mois, comme d'autres petites vidéos issues de petites conférences que je peux donner à gauche à droite. J'ai une chaîne YouTube qui commence un petit Ouais. peu à grandir, que j'ai envie d'alimenter. Et sinon, bon, on peut me contacter Ouais. directement par Tu WhatsApp. consultes, tu consultes où? Je Ton consulte cas dans la région de Ciney, à Ciné, ouais. voilà, Voilà. essentiellement. Et voilà, c'est vrai que depuis que je ne suis plus à la clinique du sport, oui, ça se fait essentiellement sur Ciney. OK. Bah, merci à toi pour, Avec plaisir. Merci le à toi aussi. podcast. Merci pour l'invitation. Voilà. Top. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, bah ouais, je sais pas d'habitude comment ça se passe, j'ai pas regardé d'épisode.